d'autres qui suivent. Peut-être est-ce que vous pourriez développer sur le lien entre l'agriculture industrielle et l'agroécologie. Comment est-ce qu'on peut convaincre l'industrie qu'il faut changer? Quels sont les arguments que l'on pourrait développer, que l'on pouvait présenter pour essayer de convaincre ces personnes un peu résistantes que l'agroécologie est le seul choix? Vous avez parlé de l'industrie. Je pense qu'il n'y a pas qu'une seule industrie. Il y a beaucoup d'éléments dans l'agroalimentaire et certains ont des intérêts divergents. Je vois par exemple une différence claire entre les pesticides et les fertilisants synthétiques qui vont être les grands perdants dans une transformation vers l'agroécologie. Et soit ils vont s'adapter et adapter leur business vers quelque chose qui sera compatible avec l'agroécologie ou ils vont disparaître. Et je ne pense pas que c'est une question de les convaincre d'adopter l'agroécologie. C'est soit ils vont se rendre compte qu'il faut qu'ils changent la manière de travailler ou ils vont disparaître. Sur la question de la transformation de l'agribusiness et la commercialisation, disons, il y en a qui voient les besoins et qui déjà sont entrés dans cette question et cherchent à aider à cette transformation, pas toujours de manière suffisamment holistique et une approche suffisamment large. Et je pense que c'est là qu'il y a de l'éducation à faire. Et ils ne voient pas suffisamment la complémentarité et le gagnant-gagnant-gagnant, système gagnant-gagnant-gagnant que l'agroécologie peut apporter. Il y a encore trop d'efforts qui sont mis soit sur le climat, soit sur la biodiversité ou sur la nourriture et l'agroalimentaire. Il faut vraiment que l'on démontre que l'agroécologie, en fait, répond à ces trois questions en même temps. Et je pense qu'on voit beaucoup de soutien qui vient de nombreuses parties de notre industrie, mais il y a encore beaucoup de résistance forte et principalement de l'industrie agroalimentaire qui voit que ça va être compliqué pour eux de survivre dans le modèle existant. Et ils descendent l'image de l'agroécologie dans l'esprit des gens. Et je pense que souvent, les informations qui sont circulées n'est pas neutre et elle est très biaisée. Merci beaucoup. Et bien, maintenant, il y a plein de questions. Donc, je vais commencer par la première de, de Madagascar. Au sein de la coalition si les systèmes satisfont l'ensemble des principes afin de mieux valoriser les produits issus de ces pratiques? Ça, c'est un des grands points de discussion. La voie qui semble être privilégiée est un système de certification participatif, de certification Participatory Guarantee System, qui ne nécessite pas une certification extérieure qui est très souvent coûteuse et impossible à financer pour les petits producteurs, mais beaucoup est basé également sur des relations de confiance plus directes entre producteurs et consommateurs. On le voit ici en Europe, surtout depuis la crise du Covid, où beaucoup de consommateurs sont allés directement dans des fermes, aller chercher de la nourriture chez des agriculteurs qu'ils connaissent et dans lesquels ils font confiance et qui ne sont pas nécessairement certifiés bio, mais ce type de rapport plus direct est une des voies importantes pour l'avenir. Mais il n'y a pas un système de certification entrevu pour le moment. To shed further Ça clarification, pourrait être bon d'essayer de faire la différence entre l'agriculture intelligente
et l'agroécologie. Et puis, on nous pose également la question de savoir si l'aquaculture rentre dans l'agroécologie. L'agroécologie couvre toutes les sortes d'agriculture, que l'on parle de bétail, de grains, d'aquaculture, etc. C'est juste une différente vision de la production et de la consommation et qui sont en ligne avec ces 13 principes. Et très souvent, les personnes demandent la différence entre climate smart, intelligence climat. C'est vraiment ça, c'est la climate smart, c'est vraiment en lien avec le climat. C'est créer des variétés qui sont plus résistantes aux différences de température, par exemple. Mais ça ne répond pas à tous les problèmes. Je pense que si vous me demandez ce qu'on devrait faire pour l'agriculture la climate smart, je vais vous répondre, c'est l'agroécologie, parce que c'est ça qui répond véritablement aux réponses aux questions de climat, mais qui permettent également la sécurité alimentaire, la nutrition, et le manque, éviter la perte de biodiversité. Alors, on a encore d'autres questions de Caroline Brodick et Émilie Wattelier. Comment faire le lien avec les accords de partenariat de l'UE qui peuvent fragiliser les systèmes agricoles et alimentaires des pays du Sud? Et en particulier, convaincre le gouvernement en Cameroun et l'industrie agroalimentaire. Dans beaucoup de pays il y a un impact notamment les entreprises de fertilisants et de pesticides, mais il y a également des gouvernements qui demandent encore à ce que l'agriculture traditionnelle et industrielle soit encore là, parce qu'il y a des gros groupes multinationaux qui essayent de travailler dans ces pays en développement. Et donc, je pense qu'il faut qu'on soit prêt à présenter des contre-arguments et montrer comment ces intérêts ne sont là que pour maintenir leur business et ne cherchent pas l'intérêt des pays en eux-mêmes. Malheureusement, nombre de ces accords bilatéraux ont tendance à pousser sur la question des semences, par exemple, de mettre en place des protections intellectuelles pour favoriser les semences commerciales plutôt que les semences traditionnelles. Et ça, c'est souvent incompatible avec la diversité dont nous avons besoin en agroécologie, parce que la diversité est vraiment très importante. C'est un des 13 principes et c'est vraiment très important dans l'agroécologie. C'est absolument fondamental pour pouvoir avoir la résilience nécessaire. Et certaines personnes demandent quelle est la relation entre l'agroécologie et l'agriculture biologique. Quand l'agriculture biologique a commencé, il y avait vraiment les mêmes principes en tête que l'agroécologie, comme on le définit aujourd'hui. Mais on a vu de plus en plus des législations qui ont défini l'agriculture biologique pour que ça se centralise sur des substituts chimiques ou quels produits chimiques on peut ou ne peut pas utiliser. Et si finalement l'agriculture biologique, ce n'est que des substituts chimiques, ça n'a pas d'intérêt. Mais les personnes qui pratiquent l'industrie biologique, l'agriculture biologique, sont également, font de l'agriculture également. C'est très souvent le cas parce qu'ils font tout pour essayer d'améliorer la santé du sol, etc. Et la relation avec leurs consommateurs leur importe également. Mais si vous avez l'agriculture biologique qui fait de la monoculture de concombres sur 3000 hectares sous serre, où le personnel dort dans la serre et est très maltraité, ce n'est pas mieux que l'agriculture industrielle.
Là, je passe à la question d'Amadou au Burkina Faso qui demande: l'agroécologie peut-elle à elle seule satisfaire les besoins d'alimentation d'une population en forte croissance comme en Afrique de l'Ouest? Et avant que tu répondes, je veux juste préciser qu'une série de documents sera mis à votre disposition dans le Capacity for Dev qui permettent aussi d'aller plus loin dans tout ce qu'on mentionne maintenant. Émile. Comme je l'ai mentionné, là où l'agroécologie a été mise en place déjà depuis quelques années, on voit non pas des diminutions de rendement, mais des augmentations de rendement par rapport à ce qui existe. Et dans beaucoup de cas, surtout dans les pays de développement, on voit des augmentations très significatives. Le cas de l'Inde que j'avais mentionné avec ses 20%, est un cas où il y avait déjà un usage assez intensif d'intrants chimiques, d'engrais inorganiques et de pesticides. Mais dans beaucoup de cas où on n'utilise pas beaucoup de ces intrants, il y a des augmentations de rendement beaucoup plus significatives, 80-100%, voire même plus. Et donc, la question de savoir si on peut nourrir le monde avec l'agroécologie, la réponse est définitivement oui. Je pense qu'il y a suffisamment d'évidence et d'exemples maintenant pour démontrer que c'est le cas. Merci. Une autre question intéressante de Tran au Vietnam. What are the minimum requirements, criteria? Quels sont les critères minimums pour considérer un système agroécologique? C'est une question très compliquée parce que bien sûr, idéalement, l'agroécologie devrait vraiment être la mise en place de ces 13 principes, les 13 ensemble en même temps et jusqu'au bout. Mais nous savons bien qu'une transition est nécessaire. On ne peut pas attendre que les choses se passent comme ça d'un jour à l'autre. Les personnes, il faut qu'elles s'habituent aux pratiques qui sont différentes, à les adapter localement. Il faut beaucoup d'innovation également pour pouvoir aller vers cette mise en place de ces 13 principes. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un moment clair de changement. La question, c'est quand on commence à repenser le système, reconstruire le système pour prendre en considération ces 13 principes, alors c'est là qu'on commence à faire de l'agroécologie. Ce n'est pas seulement le fait de changer quelques pratiques dans le système conventionnel, qui est toujours basé sur la simplification et la monoculture, etc., les économies d'échelle, etc. C'est lorsque l'on commence à penser à tous ces aspects en même temps que l'on commence à être dans l'agroécologie. Assunta in Laos, est-ce que je peux faire de l'agroécologie sur mon terrain si mes voisins ne le font pas? Et il y a également le sujet des seeds legislation est fondamental. Législations qui font la promotion des semences hybrides au détriment des semences locales et traditionnelles. Comment faire pour inverser cette tendance qui est une réalité criante en Afrique? So definitely you can do agroecology even if your neighbor is not doing. C'est certain que vous pouvez faire de l'agroécologie même si vos voisins ne le font pas. Ça dépend de ce que font vos voisins. Peut-être que effectivement, s'ils répandent des produits chimiques et que cela va être poussé par le vent sur votre terrain, cela va avoir un impact. Mais sinon, ce n'est pas impossible du tout. Mais et comme il n'y a pas de certification claire, spécifique, ce qui est important, c'est mettre en place ces 13 principes et pas le certificat qui est lié à cela. C'est vrai que c'est un des sujets très importants et dans un certain sens très délicat parce qu'il y a eu pendant des années beaucoup de lobbying qui a été fait
par les vendeurs de semences commerciales hybrides et parfois modifiées génétiquement pour mettre en place des législations qui protègent ces semences dites semences améliorées, et ça au détriment de variétés traditionnelles. Il commence à y avoir énormément de résistance à l'adoption de ces législations au niveau national, mais aussi au niveau régional. Je dois dire que la FAO, pendant des années, a été un des promoteurs d'une législation en faveur de l'adoption de politiques qui favorisent l'adoption de semences améliorées ou semences commerciales, qui ont fait marche arrière maintenant et qui comprennent la nécessité d'avoir des systèmes qui permettent de continuer à utiliser les semences paysannes parce qu'elles ont certaines caractéristiques qui sont très importantes. La plupart des variétés traditionnelles sont génétiquement, ne sont pas uniformes, et donc c'est très important du point de vue résilience, parce qu'elles ne vont pas toutes fleurir le même jour ou toutes avoir les mêmes besoins en même temps. Et donc, s'il y a un excès de chaleur ou de sécheresse, etc., à un moment donné, les différentes composantes de ces variétés vont réagir différemment et assurer une plus grande stabilité. Et donc, il est important de continuer à se battre pour l'adoption de politiques semencières qui permettent au moins une cohabitation harmonieuse entre les gens qui veulent planter des variétés hybrides et les agriculteurs qui veulent continuer à utiliser des variétés traditionnelles qui sont très souvent, comme je le disais, qui ne sont pas uniformes au point de vue génétique et ne satisfont pas les critères de stabilité, d'uniformité et de distinction qu'exigent les législations semencières commerciales. Inpon in Laos is asking what's Impon au Laos, quel est l'aide à l'agroécologie? C'est la même réponse que j'ai donnée sur Climate Smart. Nutrition sensitive, sensitive à la nutrition, c'est se focaliser que sur l'aspect nutritionnel. Utiliser des variétés biofortifiées, peut-être que ça amène une solution pour un micronutriment, mais ça ne répond pas à tous les besoins en même temps. Mais l'agroécologie, par la nature de l'agroécologie, amène cette diversité et du coup, non seulement et amène une alimentation équilibrée aux consommateurs. Et donc, c'est une approche beaucoup plus générale, beaucoup plus holistique et qui est bien plus va au-delà d'une réponse technologique à cette question de la nutrition.